Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ma revue du TKO 48 Souza contre Gane. Ça a eu lieu vendredi dernier, 24 mai 2019, c'est en direct de l'Arena Robert Guertin à Gatineau. Et puis on a encore une fois eu une superbe carte, comme on est habitué depuis le retour de TKO, de la très belle action du début à la fin. Et ça fait qu'on a plein de choses à se parler aujourd'hui. Lors de ma revue où je vous offre mes analyses finales sur ce qu'on a vu lors de cette carte-là, j'ai fait une vidéo en direct tout de suite en sortant de la carte. Ça, c'était mes opinions vraiment à chaud ou à froid. Je ne sais pas comment dire, mais directement en sortant de la carte. Depuis, j'ai eu le temps de me reposer un peu, de revenir chez moi à Saint-Jean-sur-Richelieu et d'écouter la carte sur UFC Fight Pass parce qu'on se le cachera pas. Lors de l'événement, je suis absolument partout en même temps d'être nulle part. Je dois parler à beaucoup de gens pour mon vlog qui sort cette semaine d'ailleurs. Ne ratez pas ça, ça va être très bon. Mais c'est ça, j'ai pas le temps de vraiment regarder tous les combats en détail. Il y a quelques petits détails ici et là que j'ai manqué, que j'ai trouvé sur Fight Pass, puis ça ajoute vraiment beaucoup à mon analyse que je m'en vais vous offrir aujourd'hui. Mais en plus de faire ça, les habitués le savent, on aime regarder vers le futur, porter un petit œil vers le futur ici dans cette revue. Et ça veut dire qu'on va jouer au matchmaker. Je vais, pour chacun des combattants de la carte, je leur ai trouvé un duel, je leur ai trouvé un prochain combat qui est logique selon moi, qui fait du sens et qui est un match-up que j'aimerais voir. Mais pour jouer au matchmaker, vous le savez ce que ça me prend mon chapeau de matchmaker. Puis il est juste ici. C'est surprenant pour vrai parce que on dirait qu'il est de pire en pire état à chaque fois que je le sors. Mais cette fois-ci, je trouve qu'il est encore quand même en assez bon état par rapport à la dernière fois. Donc, on n'a pas régressé. Heureusement, le chapeau est toujours parmi nous. Et puis, on va être prêt à commencer ça. Parler de cette magnifique carte-là. Et en parlant de magnifique, on va commencer avec le combat principal de la soirée qui opposait Rogers de Tiger Souza, un combattant poids lourd brésilien qui arrivait à TKO comme étant un des meilleurs prospects au monde à ce poids-là. Un gars qui était en vue par tout le monde qui regarde ça là, dans le milieu, les prospects, les espoirs en général dans la MMA. C'est quelqu'un qu'on connaissait, c'est quelqu'un qu'on savait son nom depuis un bon petit moment. Et puis il est débarqué pour affronter Ciryl Gane. Et qu'est-ce qui est arrivé pour lui? Il n'est rien arrivé de bon pour lui. Il s'est fait absolument décalissé par Ciryl Gane. Désolez-moi l'expression super québécoise, mais c'est littéralement ça le cas. Ciryl nous a bel et bien appris une nouvelle danse en se promenant alentour de ce gars-là, en lui donnant des coups absolument violents en combinaison, des single shots aussi qui sont rentrés, qui ont fait très mal. Ciryl qui a sorti le fameux level change to overhand, puis écoutez, ça passait flush à tous les coups. Roger Souza, un peu comme les adversaires de Ciryl Gane, ne voulait pas tomber, ne voulait absolument pas tomber, mais Ciryl a frappé excessivement fort dans son visage et il a fini par tomber avant la fin du premier round. C'était à 4 minutes quelques, je l'ai ici. 4 minutes 26 pour être plus précis pour la victoire par TKO. Étrangement, après un uppercut, il est tombé assis contre la cage, scène familière un peu. Ciryl l'a terminé de là. La différence cependant, je vous dirais, entre Roger Souza et Adam Dajka, c'est qu'Adam s'est fait finir, s'est automatiquement relevé puis il a comme allé faire ses affaires étant déçu d'avoir perdu. Roger Souza ne s'est pas relevé là. Écoutez, d'après moi, Roger Souza était littéralement KO sur ses pieds. Une bonne minute 30, je vous dirais, avant le KO. Écoutez, je pense qu'il était déjà KO au moment où Ciryl l'a envoyé au tapis puis est arrivé pour lui donner le coup final et Jason Herzog a intervenu pour lui redonner son mouthpiece. Et puis, pour être bien franc avec vous, c'est nébuleux les règles de quand intervenir pour redonner le mouthpiece à un combattant lorsqu'il l'a perdu. J'ai l'impression que Jason Herzog a agi purement par compassion aussi pour Roger Souza. Puis il a peut-être intervenu pendant l'action ou dans l'action. Et puis, ça l'a peut-être empêché un beau moment, mais on s'entend que si Ciryl Gane était en mesure de lander le coup de poing, qu'il s'en allait lander sur Roger Souza, qui était littéralement assis au sol sans mouthpiece. Le pauvre Roger Souza, en plus d'avoir beaucoup de brain damage dans ce combat-là, allait sans aucun doute avaler au moins 3-4 de ses dents sur ce coup de poing-là. Donc, un peu de compassion pour Herzog, qui s'est littéralement presque mis dans le chemin du méga coup de poing que Ciryl s'en allait lancer pour juste redonner le mouthpiece à Roger Souza puis s'assurer qu'il l'avait remis dans sa bouche avant de laisser Ciryl lui sacrer ce coup de poing-là. Ça a donné droit à une drôle de scène. Roger Souza a pas vraiment mangé un gros coup de poing, finalement a réussi à se relever, mais ça a été que quelques instants plus tard où Ciryl lui a placé un uppercut de l'enfer qui l'a assis par terre sur le bord de la cage et qui
a mis un terme à, à ce combat-là de façon absolument violente. Écoutez, traiter des humains comme ça, ça n'a pas de bon sens. Cyril Gane, c'était d'une brutalité absolument majestueuse. Le gars est aussi incroyable que Advertise. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Écoutez, je pense qu'il n'y avait plus aucun doute après la performance contre Adam Gaethje. Et puis, je pense qu'il n'y a plus aucun doute après cette performance-là non plus. Je pense que pas mal n'importe qui va se retrouver sur le chemin de Cyril Gane va se faire traiter ainsi et probablement se faire finir au premier round. Le fait qu'Adam a duré presque 2 rounds complets avec Cyril, c'est absolument incroyable. Ça vous montre juste à quel point Adam Gaethje a la tête excessivement dure puis qu'il va être pratiquement impossible à passer le KO là, au niveau des poids lourds parce qu'il a même pas été mis KO par Cyril. Il a vraiment été mis TKO puis il a réussi à aller faire ces choses par après. Donc, Cyril Gane, j'aimerais vraiment le voir dans l'UFC. Je vous le cacherai pas. Je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très près. Même s'il y a juste 3 combats professionnels, ce gars-là a un niveau de combat debout qui est complètement autre. Et en plus, j'ai eu la chance de parler avec lui par après à l'afterparty au restaurant. Et puis, il me disait que il faisait vraiment beaucoup de lutte, beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Il a vraiment compris, Cyril. C'est quelqu'un qui comprend absolument ce qu'il doit faire pour devenir le meilleur au monde. Et puis, il n'y a pas vraiment de combattants poids lourds qui vont arriver là puis rivaliser avec le niveau de technique qu'il est capable d'apporter debout, puis son mouvement, puis le fait qu'il bouge littéralement mieux que Wonderboy Thompson dans la cage. Et c'est un gars de 244 livres. Donc, il est terrifiant. Il travaille exactement les choses dans le quoi il a le moins d'expérience. Et puis, il s'assure de garder son striking frais, oui, mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans le jiu-jitsu brésilien ces temps-ci, qui est dans la lutte ces temps-ci. Et puis, écoutez, le sky's the limit. Cyril Gane, c'est littéralement le prochain champion poids lourd de l'UFC. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule manière que son rôle de champion va être retardé, c'est si son partenaire Francis Ngannou gagne la ceinture avant lui. Et puis, comme je disais, le jour où Ngannou va gagner la ceinture puis va être champion, Cyril va comme devenir le deuxième. Et puis, le jour où Ngannou va perdre sa ceinture contre un adversaire, c'est automatique que c'est Cyril qui va aller défendre l'honneur de son ami puis qui va probablement remporter cette ceinture-là. Donc, nous, on va avoir eu le privilège en tant que Québécois, en tant que partisans de TKO, d'avoir vu les premiers combats de cet athlète absolument exceptionnel-là. Et puis, on se doit juste d'être reconnaissant pour ça parce que Cyril Gane, c'est autre chose. Donc, pour ce qui est du match-up, je pense que si Cyril est pour rester à TKO, il y a juste le match-up de Rafael Pessoa qui fait du bon sens. C'est un gars qui est présentement sous contrat, qui est aussi un des meilleurs prospects poids lourds au monde et qui est, selon moi, un plus dur match-up pour Cyril Gane que Roger Souza, qui a des bases au sol, mais que quand on le voit au sol dans ses combats, c'était sur son dos à pas trop savoir quoi faire. Donc, qui restait un duel de striker pour Cyril. Rafael Pessoa est aussi un striker, mais quelqu'un qui intègre beaucoup plus de takedown et de combat au sol, je vous dirais, dans son style normal de combat. Donc, quelqu'un qui pourrait peut-être aller tester le jiu-jitsu brésilien d'un Cyril Gane ou la lutte d'un Cyril Gane, chose qu'on aimerait voir avant qu'il quitte. S'il nous quitte tout de suite, ben, moi, je suis bien content pour lui. Pour vrai, le gars le mérite amplement. Pour ce qui est de Roger Souza, je peux pas vraiment élaborer là-dessus, mais je pense pas qu'on va le revoir à TKO, tout simplement. Je peux pas vraiment dire plus, mais je suis pas mal convaincu de ce que j'avance. Avant de passer au prochain combat, je croyais intéressant de vous dire, parce que souvent, autant sur ma page que sur La Voix des Guerriers, on a des commentaires qui disent « C'est quand le retour du panda? Adam Gaethje, il est où? Qu'est-ce qu'il fait, Adam? On n'a pas de nouvelles d'Adam. Qu'est-ce qui se passe avec Adam? Adam, va-tu se rebattre? Est-ce qu'Adam il est ici? Est-ce qu'Adam il est ça? » Je peux vous dire que mon téléphone le lendemain matin a sonné très 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 rapidement. Et puis c'était mon bon ami Adam Gaethje au bout du fil qui me demandait qu'est-ce qui est arrivé avec Cyril Gane, qu'est-ce qui est arrivé avec le combat, est-ce qu'il y avait mieux paru que l'adversaire de Cyril Gane dans la cage vendredi soir. La réponse est oui. Et puis c'est ça, Adam, je peux vous dire qu'il est vraiment vraiment très léger en ce moment, qu'il s'entraîne. Et puis juste le fait qu'il soit intéressé au résultat de ce combat-là, c'est vraiment une énorme amélioration par rapport au Adam des derniers mois qui on voulait même pas parler littéralement de combat avec lui. Donc Adam Gaethje est dans le gym, est plus léger que jamais et puis de plus en plus intéressé à savoir ce qui se passe dans cette fameuse division poids lourd là. Donc voilà vos nouvelles d'Adam Gaethje pour ceux qui me le demandent tout le temps. Je pense que c'était le bon moment pour insérer ça ici.
co-main event de la soirée maintenant, c'était le combat de championnat des 135 livres. Nathan Maness défendait son titre contre Taylor Lapillus, qui nous a littéralement prouvé pourquoi il était 3-1 à l'UFC et en voie de devenir un des 15 meilleurs 135 livres au monde. Et puis, malheureusement pour lui, il a peut-être pas à TKO la plateforme pour prouver qu'il est un top 15 mondial, mais avec les performances qu'il nous offre contre des adversaires qu'on sait étant de magnifiques prospects ou de très solides adversaires, soit en Josh Hill ou Nate Maness, tout est permis de croire que Taylor Lapillus est probablement un de ses 15 meilleurs bantamweight au monde là, parce que la performance qu'il a sortie contre Nathan Maness, c'était absolument magnifique. Il était en contrôle de ce combat-là. Le seul moment où on peut dire que Nathan Maness a eu du succès dans ce combat-là, c'est lorsqu'il a réussi à amener le combat contre la cage dans le clinch. Et puis encore là, on voyait que Taylor Lapillus n'avait pas vraiment de problème à rivaliser avec la force physique d'un Nate Maness. Défendait très bien toutes les tentatives de takedown que Nate a pu faire, a neutralisé ses attaques dans le clinch, puis réussissait à s'en sortir de là, puis retourner exactement où il voulait être. C'était le dos, pas contre la cage, le dos vers le centre de l'octogone. Être entre la petite ligne noire, là, pensez à la cage de l'UFC, la petite ligne noire, avec les deux pieds sur cette ligne noire-là, trapper Nate Maness contre la cage, et puis lancer du volume sur lui, lancer des kicks, des plus beaux kicks qu'on l'a vu lancer dans sa carrière de loin, et puis le finish, le sidekick au corps, c'était absolument magnifique, comme dans les livres, là, je lui ai dit à maintes reprises lors de la soirée vendredi, mais c'était comme dans les livres, c'était magnifique, c'est un kick à la Bruce Lee qui a landé, tabarnouche, j'ai bien le nez qui me pique. Mais c'est un kick à la Bruce Lee qui a landé parfaitement, directement au foie. Puis c'était magnifique. Ça a complètement plié Nate Maness, qui n'a pas eu le choix. C'est son corps qui l'a lâché. Et après, il s'est fait finir par TKO. Une performance absolument sublime là, de Taylor Lapillus. Dans un combat de très haut niveau où les deux ne pouvaient pas juste arriver là et être over-aggressive ou over-conservative. Les deux ont dû s'ajuster à leurs adversaires. Ça a donné droit à ce qui a été, selon moi, le plus beau combat de la soirée là, en termes de prestations. Oui, Cyril Gann, c'était magnifique ce qu'il a fait. C'était absolument à sens unique, cependant. Je pense que Taylor Lapillus a réussi à sortir une performance qui était aussi belle, sinon plus, que celle de Cyril Gann, parce qu'il a fait ça dans l'adversité. Il a fait ça contre Nathan Maness, qu'on a vu battre Jesse Arnett, qu'on a vu battre Caio Machado, puis qu'on a vu à quel point ce gars-là était un des meilleurs prospects disponibles pour se faire le saut dans l'UFC éventuellement. Et puis, le fait que Taylor Lapillus arrive là, puis sorte une performance comme ça, c'est absolument magnifique, démontre sa dominance et il mérite amplement de devenir le champion TKO dans ce qui a été, selon moi, probablement la plus belle performance de la soirée. Donc, pour la suite des choses, on va avoir la chance de parler des gars contre qui j'ai matché ces deux adversaires-là dans pas bien long, mais on s'entend qu'avec tous les combattants 135 livres qu'il y avait sur cette carte-là, c'est vraiment logique d'essayer de les matcher ensemble puisqu'ils viennent tous de finir de se battre, vont tous à peu près être disponibles pour se rebattre au même moment. Et puis on va parler du combat de Josh Hill, Jesse Arnett, Super. Mais je pense que le combat revanche entre Taylor Lapillus et Josh Hill pourrait être une bonne option parce que Josh Hill a eu une meilleure performance face à Taylor Lapillus que Nathan Maness. A été vraiment plus compétitif, a réussi à rendre ça vraiment très serré avec ses amenés au sol qui ont été très bien timés dans ce combat-là. Et puis oui, il s'est quand même fait dominer. Puis selon moi, c'était une décision qui était claire. Ça n'aurait pas dû être une décision partagée. Mais n'empêche que dans le record book, c'est une décision partagée de 3 rounds dans un combat qui a vraiment été back and forth où les deux gars ont eu leur moment. Donc j'apprécierais vraiment de voir ce rematch-là sur 5 rounds. Je pense que c'est le combat le plus haut niveau que TKO pourrait mettre sur pied en ce moment en deux adversaires. Si on exclut Meunier contre Ronson, qui est toujours le rêve, là, selon moi, même si ça fait quasiment des années qu'on en parle. Moi, je pense que c'est encore le rêve, ce combat-là. Donc, tout ça pour dire, j'aimerais voir Taylor Lapillus effectuer sa première défense de championnat contre Josh Hill. Je le sais qu'ils se sont affrontés récemment. Je sais, ça fait même pas un an, mais c'est le combat qui fait le plus de sens. Pour Nathan Maness,
J'aimerais le voir contre Xavier Alaoui. Et puis, on va reparler de Xavier Alaoui, là, naturellement, ce combat-là a semé la controverse contre Matteo Vogel. Donc, on va reparler. Puis, à ce moment-là, je vous expliquerai pourquoi c'est vraiment plate ce qui est arrivé à Xavier Alaoui. Parce qu'avec le fait que Taylor a gagné et que Josh Hill a gagné, si Xavier Alaoui avait réussi à gagner de façon vraiment dominante, comme il était en voie de faire face à Matteo Vogel, c'est peut-être lui qui aurait eu le meilleur argument pour un combat de championnat, puisqu'il n'a jamais affronté, ni perdu d'ailleurs, vu qu'il ne l'a jamais affronté. Taylor Lapillus, Josh Hill a une défaite contre Taylor Lapillus. Oui, c'est une défaite qui donne envie de voir un combat revanche, sans aucun doute. Ça reste une défaite. Alaoui était le match-up frais. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été comme ça. Mais je lui donnerais Nathan Maness. Je lui donnerais la chance de justement affronter le top niveau là où il se trouve. Et puis, c'est le bon Nathan Maness. Il est sans aucun doute le next in line. Donc, passons à l'autre combat de championnat. Jade Masson-Wong face à Mandy Bomb. Ça a été un bon combat. Un combat qui a été physique, vraiment très physique, taxant sur les deux filles, sans aucun doute. Et puis ça a commencé avec Jade qui a tenté de trouver sa distance avec pas beaucoup de succès, je vous dirais. Mandy Bomb, très bonne range striker. Je ne l'avais pas vu se servir de son range, se servir de sa portée comme ça dans le footage que j'avais vu d'elle. Ça n'a pas été le cas contre Jade. Elle était très bonne en début de combat pour placer ses coups et empêcher Jade de se rendre à elle. Jade a rapidement cependant apporté des ajustements parce que dès la fin du premier round, elle a compris assez rapidement que sa manière de gagner ce combat-là, ça allait être de rentrer dans le clinch puis de se servir de ce qui était selon moi un avantage de force physique face à Mandy Bomb pour amener le combat au sol ou du moins pour contrôler le combat dans le clinch puis avoir des bons moments là puis aller chercher les points là. Ça nous a donné un premier round qui était selon moi sans aucun doute là, Mandy Bomb. Jade a eu du succès dans la fin du round mais Mandy Bomb a fait du trop bon travail debout dans ce round-là pour le perdre. Le deuxième round, cependant, était à l'avantage de Jade, même si c'est Mandy Bomb qui a réussi à lander un takedown. Dans ce combat-là, Jade a rapidement viré la situation en se servant de la cage. Elle a pris le top. Elle a été chercher un second takedown en fin du round, puis réussi à lander du dommage avec. Il y a eu un stand-up de l'arbitre dans ce deuxième round-là. Je le sais que Danny Laflamme n'était pas 100% enchanté avec le stand-up. Je suis peut-être un peu d'accord à l'effet qu'on aurait pu laisser un peu plus de temps à Jade qui ne travaillait pas beaucoup, mais qui essayait quand même de travailler. C'est Mandy qui faisait du bon travail pour neutraliser. Puis c'est sûr que t'aimerais mieux voir une autre stratégie de la combattante en dessous que de juste essayer de neutraliser l'action jusqu'à temps que l'arbitre donne un stand-up. C'est pas vraiment la manière de faire, mais bref, c'est des petits points à travailler, je pense, autant pour Mandy Bomb que pour Jade dans ce combat-là. Le deuxième round a peut-être plus exposé les points à travailler pour Mandy. Le troisième round a sans aucun doute exposé les points à travailler pour Jade, qui avait du succès dans ce round-là encore, qui était selon moi en voie de gagner ce round-là, jusqu'au moment où il a juste fait prendre son dos. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte dans le fond, que Jade avait du travail à faire avec son combat au sol. Notamment, ses sorties de dos. Elle en a essayé une, la bonne vieille sortie d'essayer de se lever sur ses mains et ses pieds, puis de lever les fesses le plus haut dans les airs, puis de shake off l'adversaire, tu sais, over the top, puis tomber sur le top de lui. Je pense que c'est une bonne sortie de dos, sans aucun doute. Cependant, quand elle marche pas, faut être capable d'en faire un autre. Malheureusement, Jade n'avait pas vraiment cette autre sortie-là dans son arsenal. Est-ce que c'est parce qu'elle était fatiguée? Est-ce que c'est parce qu'elle était dans le moment? Est-ce que c'est un peu les deux? Ou elle l'a juste pas encore? C'est juste pas quelque chose qu'elle possède. Je pourrais pas vous dire, pour être bien franc avec vous, mais je pense que autant Jade a perdu ce combat-là par soumission par Rear Naked Choke, autant je pense qu'elle sort de là avec des points clairs à travailler, parce que debout, elle commençait à trouver sa distance contre Mandy. Elle avait du succès dans le clinch, elle avait du succès avec sa force physique, elle a été capable d'amener le combat au sol et d'avoir de très beaux moments au sol. Généralement, c'est Jade qui gagnait ce combat-là au sol. Malheureusement, quand elle s'est trouvée dans la mauvaise position, quand elle a fait prendre son dos, elle n'a pas été capable de s'en sortir, et puis elle n'a pas eu un bon réflexe sur la défense de Choke du tout. Je le sais que habituellement, tu sais, quand le Rear Naked Choke est là, comme ça, rentre la main en arrière. Habituellement, c'est ce que tu veux. Comme ça, ton adversaire peut pas venir enlever cette main-là, qui est la main que tu veux absolument travailler. Tu sais, dans un Rear Naked Choke, je vais me reculer un peu pour que vous voyez mieux. Mandy avait la main sur la tête de Jade. Ça rendait donc la tâche assez facile pour Jade de juste aller à deux mains ici, puis
peel off la main pour briser le choke. L'affaire, c'est que la manière que ça a tourné, Jade avait un peu une main prise comme ça. Elle aurait quand même pu utiliser cette main-là juste pour essayer de créer un loose dans la grippe le temps qu'il aurait tourné, puis que là, cette main-là se serait libérée pour aller défaire le choke. Jade a pas eu ce réflexe-là, malheureusement. Elle a essayé une fois d'aller chercher la main, elle a pas réussi, puis automatiquement, elle est venue rentrer ses deux mains ici pour essayer de te donner de l'air pour respirer un peu. Malheureusement, quelqu'un qui a un bon squeeze, il va absolument te choquer même si tu as tes deux mains ici. Puis c'était le cas pour Mandy Bomb. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça, tu sais, de la part de Jade qui gagnait ce combat-là, qui a pas fait une belle défense de choke là, du tout là-dessus, qui a pas été capable de sortir du dos. Puis c'est des petites affaires qu'elle va, tu sais, sans aucun doute travailler là-dessus. Jade est sortie de ce combat-là, oui, déçue de ne pas avoir gagné, mais quand même contente de l'effort qu'elle avait donné, puis des beaux moments qu'elle avait eu. Puis comme je vous dis, c'est clair, net et précis ce que Jade Mazon-Wong a à travailler pour la suite des choses. Et puis c'est direct comme Marc-André, il est arrivé la même affaire. Elle a perdu 3-0, perdu son 4e combat pro. Puis on a vu ce qui est arrivé avec Marc-André. Par après, Jade a la tête autant dure, sinon plus que lui, pour être bien franc avec vous. Des fois, c'est à se demander c'est qui mène dans ce couple-là. Moi, je pense que Marc-André, autant il est un très bon combattant dans la cage, autant il a intérêt d'écouter Jade parce que Jade elle a un méchant caractère. Donc je pense que ce caractère-là qu'elle a, qui est comme inné dans elle, va faire qu'elle va juste revenir dans le gym là, 400 fois plus fort et puis qu'elle va littéralement s'améliorer leaps and bounds dès son prochain combat. Donc je suis très confiant pour Jade, je comprends sa déception, puis c'est plate que ça ait fini de même, mais pour la suite des choses, je lui donnerais soit une combattante qui vient de commencer qui s'appelle Lupita Godinez. Elle a une coupe de combat, se bat sur la scène canadienne, elle serait potentiellement disponible. N'empêche que moi, il y a un match-up que j'aime vraiment. Si Tego était capable de rapatrier Griette Eckhout, qui est une bonne combattante, qui est plus une 125 livres naturelle que je pense que Godinez, c'est une 115. Et ça impliquerait qu'il faudrait qu'elle move up et tout. Puis, tu sais, je pense pas que c'est vraiment le seul plan dans son cas. J'aimerais voir Griette Eckhout. Si c'est possible de la rapatrier pour affronter Jade Mazon-Wong, c'est définitivement le match-up que je voudrais voir. Dans le cas de Mandy Bomb, qui est restée dans le combat, il faut lui donner ses props à Mandy. Elle est restée dans le combat. Même si elle a eu des mauvais moments, elle a continué de travailler. Elle aussi était clairement fatiguée lors de ce 3e round-là. Puis quand elle a pris sa position, elle l'a pas lâché, elle s'est battue pour sa vie, pour garder cette position-là, puis aller chercher son choke. Puis elle l'a réussi. Fait que props à elle est la championne. Et puis je pense que le match-up est plus clair pour elle dans son prochain duel. Moi, j'ai envie de l'avoir affronté Jamie Lynn Hort-Wessels. Je pense que c'est définitivement le combat qu'on veut voir. Passons maintenant au duel pour la suprématie bantamweight canadienne, Josh Hill, Jesse Arnett. Et puis c'est exactement à ça qu'on s'attendait. Moi, je l'ai dit, si Jesse Arnett réussit à jouer sa petite game puis aller de l'avant, puis à mix in du grappling, il va gagner. S'il fait juste se battre debout pendant 15 minutes contre Josh Hill, il va peut-être, fort probablement, se faire toucher par un solide counter. Puis j'avais des questions concernant la durabilité de Jesse Arnett. Son menton, en vieillissant, ne semble plus être ce qu'il était auparavant depuis le combat contre Ruiz, après le combat contre Nate Maness où il a perdu. Puis ça a été le cas contre Josh Hill. Ici, il a eu la chance de récupérer puis de se laisser vraiment finir pour vrai. Puis écoutez, ça a été un sévère KO. Je peux pas vous cacher le fait que ça m'a fait un peu mal au cœur de voir ça aussi. S'il y avait 2 combats, tu sais, que j'étais vraiment émotionnellement investi, hein, c'était Jesse Arnett qui est un de mes amis et Jade Mazon-Wong qui est aussi une de mes amies dans la vie. Donc, petit behind the scene pour vous ici, hein. Tout ça pour dire, Josh Hill a été majestueux, Josh Hill a été génial. Moi, je pense même que je serais prêt à donner ce premier round-là à Josh Hill, qui, oui, a été sur le reculon tout le long, qui, oui, a reçu du volume de la part du Big Cat, mais du volume qui ne lui a absolument pas fait mal. Et à chaque fois, mais je dis chaque fois que Josh Hill lançait un gros counter right hand pour toucher la cible, ça faisait mal au Big Cat, ça ébranlait le Big Cat, ça le forçait à prendre un petit pas de reculon, puis à reset ses attaques pour revenir vers l'avant. Et puis au 2e round, Big Cat avait de plus en plus de succès, s'est senti confortable, s'est fait allumer avec la grosse main droite, ensuite a mangé beaucoup de coups de poing au sol de façon non interrompue, un peu de la manière que Vicente Luque a fini d'Eric Krantz à l'UFC l'autre jour en tenant, tu sais, je vais me reculer encore, montrer mes mains.
en tenant la tête un peu à une main comme un genre de setup d'anaconda, que tu irais chercher ton anaconda choke, tu passerais en dessous, tenait la tête comme ça, puis faisait juste s'en servir pour frapper. Il a landé beaucoup de coups. Arnett, qui est tough comme personne, a réussi à se relever, s'est retrouvé dans une méga guillotine debout, ne s'est pas fait finir parce que c'est un excellent grappler, mais il a réussi à s'en séparer juste pour recevoir une des overhand right les plus violentes que j'ai vues en un bon moment, et littéralement se faceplant. Donc, grosse victoire, Josh Hill est le numéro 1 au Canada. La prochaine étape pour lui, je l'ai dit, c'est d'aller tenter de chercher cette ceinture-là face à Taylor Lapillus. Pour ce qui est de Jesse Arnett, écoutez, semblait me dire après son combat qu'il allait repenser à ses affaires. Tu sais, ces 2 défaites consécutives, on se le cachera pas, c'est pas le plus jeune des combattants non plus. Je pense qu'il a 34 ans, peut-être même plus. Jesse Arnett, ça fait beaucoup de temps qu'il se bat et maintenant 15 victoires et 6 défaites. Et puis, tu sais, il s'en rend compte aussi que son menton peut-être commence à un peu l'abandonner. Puis c'est vraiment son style de combattant. Là. C'est pas un gars qui gagne des décisions. Puis c'est pour ça que j'ai tellement hésité longtemps avant de pick Jesse Arnett, parce que c'est pas quelqu'un qui gagne des décisions. Puis on l'a vu ici, c'est un gars qui gagne par finish ou perd par finish. Et puis il a été on the receiving end cette fois-là, malheureusement. Moi, c'est sûr que de façon selfish, j'aimerais revoir Jesse Arnett se battre dans la cage. Je pense cependant qu'il est le temps de... Je dirais pas un downgrade, mais d'affronter un combattant qui n'est pas un des meilleurs prospects internationaux au monde ou le meilleur bantamweight au Canada. T'sais, on peut aller peut-être un peu plus bas dans le top 10 puis essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait pas trouver pour le Big Cat ici. Il y a Michael Imperato. Je sais pas ce qu'il fait. Je le sais en fait qu'il a perdu récemment contre Blake Sigavalson dans une autre promotion canadienne. Je sais pas si c'est quoi son état contractuel, mais sa dernière victoire à Michael Imperato, c'est en 2014 et c'est contre Jesse Arnett. C'était, je pense, la dernière défaite de Jesse Arnett avant sa méga série de victoires qui l'a amené jusqu'où il est maintenant. Donc, j'aimerais voir ce rematch-là. Je pense que c'est un moment propice à ce rematch-là. Sinon, j'ai un petit out of left field pick ici, mais je le sais. Louis, je l'ai croisé au 10-30 l'autre jour en déjeuner, bien random. Puis il m'a dit qu'il était intéressé à revenir à MMA, que ça manquait de coups de pied dans la boxe et puis qu'il allait évaluer ses options. Si c'est TKO son option, j'aimerais vraiment voir Louis Jourdain contre Jesse Arnett. Je pense que ça serait un duel absolument incroyable. Donc, si Louis est disponible, faites ça. C'est définitivement ce que le monde va payer pour voir. Si Louis n'est pas disponible parce qu'il veut continuer à boxer ou il est sous contrat avec New Era ou peu importe la situation de Louis Jourdain, je me demande si Louis Jourdain, avant de passer en boxe, n'était pas encore sous contrat avec TKO, là, cependant. Bref, il faudrait demander ça à Louis. Je vais essayer de me renseigner plus à cet effet-là. Mais bref, si Louis n'est pas disponible, Michael Imperato pour le Big Cat. Maintenant, parlons-en de Matteo Vogel face à Xavier Alaoui, parce que je le sais que les gens ont envie de parler de ça. C'est de loin une des choses qui a fait le plus parler en sortant de cette carte-là. Et puis, écoutez, j'ai réécouté le combat. Xavier Alaoui, ça allait exactement comme il voulait, mais je dois avouer que moi j'étais sur le bout de mon siège pendant tous les instants de ce combat-là, parce que oui, il a absolument défoncé Matteo avec une grosse overhand, puis il l'a droppé, je pense, dès les premiers instants du combat, mais il y a eu beaucoup de combats au sol là-dedans. Oui, Xavier est en top position, il faisait ses affaires, mais a passé proche de se retrouver dans un omoplata. Puis oui, les défenses de Xavier Alaoui ont toujours été à point. Il n'y a pas de tentative de soumission de Matteo Vogel qui m'ont fait croire que il était à un instant de le soumettre et puis wow, ça a passé si proche qu'il le batte. Ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est une stratégie très 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 dangereuse de la part de Xavier Alaoui de rester au sol pendant 15 minutes avec un Matteo Vogel qui était clairement très dangereux là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il est arrivé que Xavier Alaoui était dans la garde de Matteo Vogel et venait de défendre justement une tentative d'omoplata, ça venait essayer de réengager justement pour revenir dans la garde puis avoir une position pour lander du ground and pound. Et puis Matteo Vogel a landé pas moins de 4 violents upkicks qui étaient illégaux, qui étaient illégaux puisque Xavier était un down d'opponent, avait des points de contact au sol, avait ses genoux au sol en fait. Et puis là, la controverse par après, je comprends certains des gens de dire hey, il y a clairement eu un eye contact avec le ref, parce que c'est vrai que quand Xavier a mangé les coups, comme un peu retourné vers le ref en faisant what the fuck ref, puis là après il a tombé, puis après ça il avait l'air d'être dans un piteux état. Cependant,
au ralenti. Là, vous regarderez le replay au ralenti. Les deux premiers coups de pied, Nurk qui manque de peu. Le deuxième, Len, je pense, dans le coup. Je pense que c'est le troisième qui a touché solidement là, au menton. Puis c'est vraiment au ralenti, un des upkicks que j'ai vu le plus rentrer là, dans toute ma vie. Digne du upkick que Gegard Mousasi avait landé sur Jacare Souza, qui était légal parce que Souza était debout, puis qu'il lui avait passé le KO là, littéralement à Jacare dans ce combat-là avec ce upkick-là. C'était vraiment semblable. Et puis quand tu vois Xavier qui a le réflexe de se tourner vers l'arbitre, mais même à ce moment-là, si vous prenez le temps de regarder le replay, comme je vous ai dit, au ralenti, vous voyez déjà dans les yeux de Xavier qu'il n'est pas vraiment présent. Tu vois, c'est sûr que vous regardez justement le code de Taylor Lapillus contre Nate Maness. Il y a le coup de pied au corps, il y a une réaction. Que Nate Maness continue, puis là, oh, finalement, ça fait trop mal, puis il se plie en deux, puis tombe contre la cage. C'est un peu la même chose qui est arrivé avec Xavier. Il a mangé le solide coup de pied. Son premier réflexe, ça a été hey, ref, come on. Puis là, c'est là que son corps s'est rendu compte que c'était comme un peu trop pour lui de manger ça, ces coups de pied-là, puis il a comme tombé au sol, puis après, il semblait avoir beaucoup de difficultés. Aussi, au sol, on voit pas vraiment Xavier être knocké. Ses yeux sont pas virés dans sa tête. C'est pas. D'après moi, ça a fait très mal. Ça l'a sonné bien raide. Il a dû avoir le cerveau qui a bougé dans son crâne assez sévèrement. Là. Malheureusement, Xavier Alaoui a reçu du brain damage de ces coups de pied-là qui étaient absolument illégaux. Mais je pense pas que ça l'a séparé de sa conscience. Je pense pas qu'il était knocké au sol. Je pense juste qu'il était vraiment affecté par tout ça. Donc, oui, la disqualification est absolument méritée. Là. J'ai pris le temps de bien regarder ça puis à plusieurs reprises. Puis oui, pour le troisième kick qu'il lène, qui est absolument brutal, la disqualification est méritée. Parce que, admettons, que Xavier Alaoui ne mange seulement que 2 headkicks dans ce combat-là, 2 upkicks dans ce combat-là. Boum, boum, puis là, ça lui fait mal. T'es un peu au sol, puis il réussit à reprendre ses esprits, puis là, ça continue. Il aurait probablement perdu le combat dans ce cas-là, parce que même le deuxième headkick a pas mal rentré, je vous dirais. Mais c'est comme on dirait 2 upkicks. Ça aurait pu être tolérable parce que là, tu dis, il a pas fait exprès, moment d'attention, puis tout. Le 3 puis le 4e, il était vraiment trop. Puis je pense que Matteo, lui, a mentionné qu'il sentait les genoux de Xavier sur ses cuisses. Donc, pensait que le gars était debout, en position basse, mais sur ses pieds. Puis c'est pour ça qu'il a laissé aller ces upkicks-là. Et de là, la colère de Firas Zahabi, d'ailleurs, qui disait que c'était absolument volontaire de la part de Matteo. Je pense que c'était volontaire de la part de Matteo. Je pense aussi la même chose. Cependant, je ne suis pas fâché après Matteo, parce que dans des situations de combat, ça m'est arrivé, moi, en roulant à jiu-jitsu brésilien, que je pensais que le bras de mon adversaire était là, ou la jambe de mon adversaire était là, puis là, oups, je fais un move pour aller à cette jambe-là, puis je me rends compte qu'elle n'est pas totalement là, puis que je viens de faire un move qui me met plus dans la merde que d'autres choses, et puis que j'avais un peu mal calibré, où je sentais que mon adversaire était sur moi. Ça arrive fréquemment. En plus, c'est dans le moment de l'action d'un combat d'MMA. Tu viens d'assurer une soumission, le gars revient pour te sacrer des coups de poing d'en face. Donc oui, je pense que les upkicks étaient volontaires de la part de Matteo Vogel. De là où je crois que la disqualification était méritée. Je ne pense cependant pas que c'était avec méchanceté. Je pense pas qu'il a fait ça en disant à chaque fois je vais faire un move illégal en espérant le blesser puis m'en sortir pour ensuite gagner le combat. Je pense vraiment pas que c'était l'intention de Matteo Vogel derrière ça. La seule chose que je me dois de mentionner, parce que moi je veux vraiment être fidèle puis dire vraiment les choses que je pense là, devant vous. Il n'y a pas de Faber devant la caméra dit je pense que c'est correct puis hors de la caméra dit autre chose. La chose que j'ai pas aimé, c'est Xavier Alaoui par après qui se lève puis il fait son petit shadow boxing puis il a son entrevue à dire je me rebattrai plus jamais avec lui. Puis oui, c'est correct si tu dis non, je veux pas me rebattre avec lui, je pense que je le dominais complètement puis je suis meilleur que lui. C'est juste dans le ton que ça a été dit, puis le fait qu'il fait son shadow boxing, puis je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent tu sais le gros, si t'étais si knocké que ça, pourquoi t'es là à faire ton frais après? Puis je pense pas que Xavier voulait faire son frais, mais mettons que je me mets dans sa situation, telle chose m'arrive, je viens de manger des upkicks illégales, mon adversaire est disqualifié, j'ai gagné, c'est pas le genre de victoire que je serais là à célébrer, puis oh yeah, mon petit shadow boxing, checker ça les boys, pis tout. T'sais, chacun ses réactions, j'en veux pas à Xavier. Personnellement, c'est le bout que j'ai pas aimé, pis c'est le bout que il y a des gens qui pensent que Xavier Alaoui fakeait littéralement. Il y a des gens qui pensent ça. J'ai entendu beaucoup de gens me dire ça. Et puis je suis prête à vous dire
presque à 95% de certitude que c'est à cause de sa réaction après quand il est annoncé le gagnant, le petit shadowboxing, l'entrevue. Tu sais, même le fait de faire une entrevue, je le sais pas, écoute, je le sais pas. Je sais pas comment Xavier se sentait après ça. S'il a dit j'ai vraiment mal à la tête, mais je vais faire l'entrevue pareil. Je le sais pas, ça a été quoi le raisonnement derrière ça, mais c'est le bout que j'ai moins aimé. Puis j'ai aucun doute, je ne doute pas que Xavier Alaoui s'est fait vraiment mal là, dans ce combat-là, puis n'était pas capable de continuer sur le coup parce que, comme je vous ai dit, si on regarde les kicks au ralenti, ça a vraiment rentré très très fort. Mais bref, je suis moyen down avec la célébration. Après, on dirait que c'est pas une victoire par disqualification comme ça, un peu controversée, que tu sais que ça va faire jaser. C'est pas la manière que je réagirais à ça. J'accepterais ma victoire, mais sans plus, puis je m'en irais. Puis oui, je suis qui pour dire à Xavier Alaoui de comment agir. Le gars peut littéralement faire ce qu'il veut, puis reste que Xavier Alaoui dominait complètement Matteo Vogel. Puis ce que j'ai dit tantôt, que je voulais mentionner ici, c'est que c'est vraiment plate ce qui est arrivé pour Xavier Alaoui, parce que s'il avait réussi à continuer cette performance-là, puis à vaincre Matteo Vogel de façon legit, pas que son win-là est pas legit, c'est un legend win, la disqualification était méritée, mais tu sais, quand on va regarder sa fiche dans 3 ans, on va se dire, hey, tu te rappelles-tu la fois que Matteo Vogel a sacré des méga coups de pied dans la face de Xavier Alaoui, puis c'était pas légal, puis il s'est fait disqualifier? On se rappellera plus nécessairement de quel point Xavier Alaoui est en train de faire une performance absolument géniale à ce stade-ci. Et puis, comme je l'ai dit, si Xavier Alaoui mettait cette performance-là à terme puis allait chercher un finish ou gagnait une décision absolument dominante contre le méga prospect Matteo Vogel, selon moi, c'est lui qui faisait plus de sens de se retrouver dans un combat de championnat. Et puis, malheureusement, à cause du dénouement de la situation ici, je pense que c'est pas ça qui fait le plus de sens, malheureusement, présentement. Donc, vraiment triste pour Xavier Alaoui, malgré le fait que je suis moyen down avec la célébration après le combat. C'est plate pour lui que ça soit arrivé ainsi. Le gars s'est fait faire une fall qui était assez clear. Vous regarderez le replay, là, ça fait 500 fois que je le dis, mais vous le regarderez, là, le 3e kick landé. C'était absolument un des upkicks les plus brutals que j'ai vu de ma vie, puis il était pas légal. Donc, victoire méritée pour Xavier Alaoui, défaite méritée pour Matteo Vogel. Matteo Vogel va s'en remettre. J'espère que Xavier Alaoui, il n'est rien arrivé de grave. Si je me fie à son entrevue après, je pense pas qu'il n'y ait rien arrivé de grave, mais je vais sûrement avoir une commotion ou quoi de même, mais j'espère que c'est pas quelque chose qui va l'affecter pour le restant de sa carrière, parce que Xavier Alaoui, je l'ai dit après son dernier combat et je le répète, avec la performance qu'il est en train de nous offrir, c'est sans aucun doute un des meilleurs 3-4 meilleurs bantamweight au pays, puis il mérite d'être en discussion avec les Taylor Lapillus, les Josh Hill, les Nate Maness et les Jesse Arnett. Donc comme j'ai dit plus tôt, je veux voir Alaoui face à Nate Maness. Je pense que si il mérite pas le title shot nécessairement après le dénouement de ce combat-là, malgré lui, c'est avec une victoire face à un Nate Maness que sans aucun doute là, ça s'assurerait d'être le prochain in-line. Puis oui, si demain matin Stéphane Patry sort puis dit il est arrivé quelque chose, Josh Hill peut pas se rebattre tout de suite, puis Taylor veut être actif, c'est donc Xavier Alaoui qui a le title shot. C'est pas moi qui va aller broyer, loin de là. Pour ce qui est de Matteo Vogel, clairement de l'animosité avec le Tristar, avec Firas Zahabi. Donc moi je garderai ça dans le gym, je lui donnerai Atsushi Fujino, qui est lui-même un excellent grappler, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, puis qu'on avait hâte de revoir à TKO, du moins moi. Donc Matteo Vogel, Atsushi Fujino, et le combat que je bookerai. Et puis ça fait 35 minutes et plus que je parle de ça, les amis. Je comprends que vous n'avez pas toute la journée. Donc, je vais aller plus vite là, pour le restant de la carte. Je le sais que j'aimerais beaucoup m'attarder sur certains de ces combats-là, mais je vais aller plus rapidement. Isaac Blais, P.O. Bouffard. Magnifique performance d'Isaac Blais. J'aimerais ça vous en parler pendant 20 minutes. Je pourrais sûrement le faire, mais je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire ici. Que bravo à Isaac Blais, il est absolument magnifique. Son stand-up a été génial. Le fait qu'il n'a absolument pas peur de se garocher au sol dans sa garde pour essayer un flying triangle. Puis il est capable de se relever par après quand ça marche pas. Les leg kicks ont été géniaux. Il a bien géré sa distance. Il a bien gardé sa distance. Il a réussi à lander son punch, à aller chercher le dos au sol. C'est probablement ce qu'il fait de mieux. Là, je l'ai mentionné dans mon preview. Isaac Blais est tout un backtaker. Il a passé la soumission à Pierre-Olivier Bouffard. Puis il a démontré une performance de prospect d'exception. Tout simplement, Isaac Blais, selon moi, s'il continue comme ça, est exactement la raison pourquoi ça me dérangerait pas que Cyril Gane parte à l'UFC. Parce que oui, les gens se disent, mais là, Barrio est parti.
Jourdain est parti, Cyril Gane est presque parti. C'est qui les têtes d'affiche au TKO? Ça va être Isaac Blais. Ça va être Isaac Blais s'il se bat de la manière dont il s'est battu contre P.O. Bouffard, qui est lui-même un des meilleurs prospects. Ce gars-là peut être le prochain Charles Jourdain de TKO, là, peut être la prochaine personne qui est absolument explosive, qui finit tout le monde, qui a le style le plus incroyable à voir, qui est le plus amusant à voir se battre dans la cage, et puis que les gens payent pour voir. Ça peut fort possiblement être Isaac Blais, ce gars-là, du moins, avec les performances qu'il nous démontre. C'est le potentiel qu'il a, selon moi, dans les recrues, là, les jeunes TKO qui ont moins de 3 combats d'expérience. Isaac Blais est sans aucun doute le prospect le plus bright là, de ce troupeau de combattants-là. Donc, Isaac Blais, c'est le futur. C'est une des prochaines têtes affiches de TKO. Il est absolument génial et il mérite un gros test. Je lui donnerais straight up Terry Lemaire. Pourquoi pas? Je sais que Terry Lemaire, sur mon vlog, a fait un call-out. Vous verrez c'est quoi. J'ai d'autres plans pour ce gars-là, cependant, le call-out que Terry a fait. Puis je pense que Terry mérite de se battre contre les meilleurs combattants de la division. A réussi à prouver être un des meilleurs combattants chez les 135 livres. Puis je pense qu'Isaac Blais, malgré le fait qu'il n'a seulement que 2 combats, est déjà prêt à hang avec ces gars-là. Les Terry Lemaire, les Atsushi Fujino, les Matteo Vogel. Juste la classe juste en dessous de celle des Alaoui Arnett, Hill, Lapillus, Maness, etc. Donc, Terry Lemaire contre Isaac Blais. Pour ce qui est de P.O. Bouffard, je suis drôlement pas stressé pour P.O. Bouffard. Écoutez, je pense que c'est un des très très bons prospects à Québec. Le gars, comme je lui ai mentionné, essaie juste de te faire un peu moins kicker dans les jambes, puis la suite devrait très bien aller pour lui. J'ai été vraiment ravi aussi d'entendre que P.O. Bouffard lui-même n'est pas stressé pour lui-même après cette défaite-là. Donc, ne semble pas trop le mal prendre. Comprend qu'Isaac a été très bon, comprend les erreurs qu'il a fait dans ce combat-là, puis va aller travailler très fort là-dessus. Puis Dieu sait que P.O. Bouffard, c'est un travaillant. Puis comme je dis, un gars que je vois pas perdre tant de combats après ce combat-là contre Isaac Blais. Donc, pour ce qui est de PO, j'irai avec une petite rivalité. Québec, une petite rivalité de gym. Je le sais que, par exemple, s'il y a un des gars du Nordique qui est le plus down avec toute la clique du Nova Gym, c'est probablement PO Bouffard. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ce match-up-là va arriver, mais regardez, moi, j'aimerais voir Pierre-Olivier Bouffard affronter Samuel Moisan sur une carte à Québec. Je pense que ça sera un excellent combat. Et puis, regarde, si ça peut pas arriver, les boys, dites-moi dans les commentaires, puis on trouvera de quoi d'autre. Mais moi, j'aimerais ça voir ça. C'est mon opinion. On passe au combat féminin, l'autre combat féminin, Jamie Lynn Hort-Wessels face à Corinne Laframboise. Puis un peu comme le combat de championnat, c'est un combat où les deux filles ont vraiment réussi à montrer de très belles choses. Et je pense, à l'opposé de ce qu'on s'attendait, Corinne a démontré du très beau combat debout, a vraiment droppé solidement Hort-Wessels et aurait pu la finir. Je pense qu'elle a été quand même très près de la finir au premier round, là, au moment où elle l'a envoyé au tapis. Et puis Corinne a vraiment démontré de très, très belles améliorations au niveau de son combat debout. Cependant, quand Jamie Lynn Hort-Wessels a commencé à se mettre dans sa game, puis à lander ses coups et à bouger, à être très mobile, elle a réussi à utiliser son avantage de portée pour avoir du succès contre Corinne. Et puis c'est au sol que Jamie Lynn Hort-Wessels a été absolument surprenante contre Corinne, qui était très très high level dans le jiu-jitsu brésilien, qui a gagné de grosses compétitions au niveau international et tout, une très très bonne ceinture mauve en jiu-jitsu. Et puis la fille qui est considérée comme étant elle avec qui tu veux pas vraiment aller au sol au Québec. Et puis Jamie Lynn Hort-Wessels n'a pas eu peur d'aller au sol, autant en dessous de Corinne Laframboise que par-dessus Corinne Laframboise. Et à un moment donné, au troisième round, on a même réussi à prendre son dos puis à lui passer un choke. Une grosse surprise, ça, selon moi. Peut-être pas que Jamie Lynn gagne, parce que David Perron m'avait vraiment beaucoup parlé d'elle, puis je m'attendais à quelque chose de très bien de la part de Jamie Lynn. Mais du fait qu'elle réussisse à soumettre la combattante qui est supposée de soumettre les gens, ça c'est la très grosse surprise. Donc je pense que la suite des choses va être très bonne pour les deux. Moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Corinne dans ce combat-là, malgré la défaite. Pour ce qui est de Jamie Lynn, j'ai déjà mentionné que le combat contre Mandy Bon, mais selon moi, le combat qui doit être fait, et le combat que j'ai envie de voir, donner le title shot à cette combattante canadienne-là, elle le mérite beaucoup, elle est très bonne, elle vient d'un excellent gym, un gym qui nous envoie des combattants des fois qui n'ont pas beaucoup de combats d'expérience, mais qui sont déjà vraiment à de très haut niveau. On a vu ça avec Jamie Lynn Hort-Wessels. On a vu à l'UFC avec Cole Smith qui est arrivé là à 6-0 et qui a battu Mitch Gagnon. Donc, très bon gym de sound qui nous envoie tout le temps de très bons prospects. Donnez le combat de championnat à Jamie Lynn, s'il vous plaît. Je pense que c'est vraiment ce qu'elle mérite. Pour ce qui est de Corinne,
Je le sais pas, je pense que Stéphane Patry avait pas l'air 100% content de Corinne. Moi, si j'avais un petit 2 pièces à mettre là-dessus, c'est peut-être parce que Pat Côté était dans son coin, puis je le sais que Stéphane ne voulait pas vraiment le voir là, puis que je pense pas que Pat est. Je pense qu'il est un peu barré des événements de TKO, puis il est allé dans le coin pareil. Donc, encore, c'est cette petite histoire-là qui vient. J'espère que ça affectera pas Corinne, vraiment, parce que moi, je l'aime, Corinne, malgré le fait que je pense qu'elle m'aime pas, parce qu'elle sait que je suis un ami à Jade. Mais bref, je l'aime, moi, Corinne, même si elle m'aime pas. Et puis, je veux la revoir se battre. Je la trouve super. Je suis un gars de Jiu, je suis un nerd de Jiu, puis je veux voir des bons combattants de Jiu. Puis c'est pas parce qu'elle s'est fait soumettre qu'elle est pas bonne. Donc, moi, je voudrais voir Corinne contre Marilyn Mikalev à son prochain combat. Donc, s'il vous plaît, arrangez-vous. Puis laissez faire l'histoire de Pat Côté. Puis on veut revoir Corinne là, dans la cage. Je veux pas que l'histoire de Pat Côté vienne encore affecter un combattant qui se bat parce qu'il y a Pat Côté dans son coin, qui se bat comme pour Pat Côté, pour le gym de Pat Côté. Bref, s'il vous plaît, on veut revoir Corinne. Mettez cette histoire-là en arrière. Pat Côté, même s'il vient faire un tour pendant 15 minutes dans son coin. Je le sais qu'il saillisse, je sais qu'il y a une méga longue histoire, mais bref, regardez, réglez ça s'il te plaît, là, parce qu'on veut pas perdre Corinne à cause de ça. Ensuite, Alex O'Neill contre Cédric Bonbon Mongeon, ça a été probablement le combat le plus dull de la soirée, là, malheureusement. Ça a été du grand Alex O'Neill s'est accroché à Cédric Bonbon-Mongeon et ne jamais laissé Cédric Bonbon-Mongeon s'en aller. S'est accroché à lui clairement de très bonne grippe. Quand ce gars-là a les mains alentour de toi, il est très difficile à dealer avec. Cédric a montré de très bonnes choses cependant au premier round. Il a eu du beau succès debout, je vous dirais. A réussi à le virer là, du tout au tout. Dans le premier échange du combat, a littéralement servi de sa force physique pour virer Alex O'Neill. Et puis, connaître des bons moments. Il y a eu des bons moments dans tous les rounds, Cédric n'a jamais arrêté d'essayer. Ça a été un vaillant effort, mais malheureusement pour lui, s'est retrouvé avec un middleweight par-dessus lui qui a littéralement drainé tout son jeu, puis qui lui-même était assez fatigué, mais Alex O'Neill a un très bon cardio, capable de faire ces 3 rounds-là en grindant quelqu'un de façon assez aisée, puis il nous a montré que tant que quelqu'un n'allait pas être en mesure de l'empêcher de faire ça, il allait faire ça, littéralement. Donc, c'est la victoire pour Alex O'Neill, demeure invaincu. Un moment donné, commence à être vraiment un facteur dans cette division-là, mais je pense que pour la suite des choses, c'est assez clair, on allait l'avoir, on ne l'a pas eu, mais on le veut. On veut Zachary Powell contre Alex O'Neill dans leur prochain combat. Ce combat-là se doit d'être booké, surtout après ce qu'on vient de voir, où Alex O'Neill a réussi à jouer son même game plan, qui était le game plan qui me faisait douter que Zach allait être capable de le battre, parce que quand même, quand un middleweight accroché après toi, le grappling, là, à skills égales, le plus gros va toujours gagner. Donc, c'est à se demander est-ce que les skills étaient égales entre Zachary et Alex O'Neill. Ça, c'est ce qu'on va savoir quand ils vont s'affronter. Là. On peut se faire une idée d'eux, mais on peut pas vraiment le savoir tant que le match-up va pas ensemble. Ce qui me fait vraiment vouloir ce match-up-là, c'est d'avoir vu Cédric Bonbon-Mongeon utiliser un peu de force physique pour juste virer Alex O'Neill puis prendre de bonnes positions sur lui dans ce combat-là, combiné avec le combat dont je m'en vais parler dans quelques instants, Mathieu Charette contre Bradley Sullivan. Mathieu Charette, on le connaît comme étant un gars qui est tic, qui est fort physiquement, qui est capable de s'imposer physiquement dans ses combats, puis c'est comme ça qu'il réussit à avoir du succès, oui, en frappant très fort dans des têtes, mais aussi en s'imposant physiquement. Puis Bradley Sullivan a complètement shut down ça avec son grappling, puis il a sorti une performance que je m'attendais pas du tout, puis c'est probablement beaucoup influencé par son combat contre Zachary Powell, où Zachary Powell l'a traité comme un enfant. Donc le fait que Zachary Powell est capable de traiter des lightweights assez forts physiquement comme des enfants, combiné avec le fait que Cédric Bonbon-Mongeon a eu du succès en étant un peu plus fort physiquement qu'Alex O'Neill en début de combat, écoute, ça me fait vouloir voir ce match-up-là, puis j'ai un œil différent là, sur ce match-up-là. Moi, je dois vous l'avouer, j'allais carrément pick O'Neill contre Powell, mais je pense plus que c'est ça. Je pense plus que c'est le cas après avoir vu ça. Je pense vraiment plus que c'est le cas. Et puis j'ai encore plus envie de voir ce match-up-là. Déjà que j'avais très envie de le voir, puis ça n'a pas eu lieu, puis c'est triste. Je veux juste m'assurer que Zach est correct là, avant de commencer à se réentraîner physiquement et tout, mais je le sais que Zach, c'est un kid très intelligent qui fait les choses de façon très intelligente. Donc j'ai aucun souci pour mon chum Powell. Je veux le voir affronter Alex O'Neill dans son prochain combat. Et
Et pour ce qui en est de Cédric Bonbon-Mongeon, ben donnez-lui Bradley Sullivan, c'est ça qui devait arriver anyway. Fait que rebooker ce combat-là, ça va être très intéressant de voir justement qu'est-ce qu'un bizarre comme Cédric peut faire avec le grappling de Bradley Sullivan. Parce que Bradley Sullivan a vraiment démontré qu'il est un excellent grappler dans ce combat-là. Puis encore là, ça fait juste montrer à quel point Zachary Powell est impressionnant, mais Bradley Sullivan a sorti son grappling pour dominer Mathieu Charette. S'est rendu compte en début de combat que c'est là qu'il allait avoir l'avantage. Puis oui, il était capable d'échanger debout avec, mais s'est rendu compte que Charette était fort, puis frappait fort, puis c'était dangereux. Donc, c'est juste viré en grappler 100%. Ne voulait plus changer vraiment debout avec Charette, puis l'amener contre la cage, là, grappler là, et a eu beaucoup de succès en le faisant. Donc, il a adopté l'approche intelligente dans ce combat-là, s'est servi du fait que Mathieu Charette aussi ne s'était pas battu depuis quand même longtemps, donc il avait été peut-être un peu rouillé dans la cage, avait peut-être pas le cardio de ses bons vieux jours, pas que Mathieu Charette n'est plus dans ses bons jours, mais tu sais, quand ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que tu te bats pas, c'est comme te rebattre pour la première fois, un peu, là, quand tu retournes dans la cage, tu revis des émotions, des sensations que ça fait très longtemps que tu n'as pas vécu. Puis tu sais, juste exemple, les gars qui roulent ici, qui font du jiu, allez pas au gym pendant 2 semaines, puis votre premier training en revenant, vous allez être dégueulasse, là. Votre cardio va laisser à désirer, puis tout. Puis oui, Mathieu Charette a put in tout un training camp là-dedans, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Mathieu Charette, après une longue absence, soit autant efficace que le Mathieu Charette qui était plus actif il y a quelques années de ça? Pas vraiment. Donc je pense que c'est une belle réentrée en matière pour Charette qui a clairement dit qu'il aime ça, se battre, et puis il va continuer de faire ça, puis c'est pas quelqu'un qui a vraiment des aspirations d'aller dans l'UFC ni rien, donné le fait qu'il y a son entreprise, il y a une vie de famille et tout. Puis, tu sais, lui, TKO pour lui, c'est une plateforme pour être là quand il y a des cartes à Gatineau, se battre devant son monde puis donner un gros show. Et puis, il a essayé, il a fait de son mieux. Ça n'a pas marché pour lui. J'aimerais voir le match-up avec Jérémy McNamara. Je sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu finalement, mais j'aimerais vraiment voir ça. Je pense que ça pourrait être un très bon match-up. Puis, ça serait une belle réentrée en matière aussi pour Jérémy McNamara. Donc, refaites ce match-up-là pour Sullivan, je l'ai dit. Mettez-le contre Bonbon-Mongeon. On continue avec Yann Jacolin, Guillaume Poulain. Guillaume Poulain a fait exactement ce qu'il voulait faire au début de combat et ce qu'il devait faire, mettre beaucoup de pression et être très agressif sur Yann Jacolin qui ne devait pas avoir le temps d'instaurer sa kicking game. Il n'a pas vraiment eu le temps de l'instaurer, mais il a eu le temps de l'under takedown. C'est littéralement tout ce que ça lui a pris. La superbe performance de Yann Jacolin, qui est un très bon combattant au sol. On sait c'est pas mal ça, sa base anyway. Et puis, ça a paru contre Guillaume Poulain, ça a paru, il a bien avancé ses positions, il a pris son dos, il a passé un rear naked choke, ça a été assez bref, et puis performance absolument géniale pour Jacolin qui gagne pour la première fois chez les pros. C'est une victoire qui est amplement méritée, et puis moi dans son prochain combat, j'aimerais vraiment le voir contre David Daigneault. Je pense que ça pourrait être un très bon duel. Pour ce qui est de Guillaume Poulain, j'aimerais moi le revoir. Je sais qu'il y a peut-être des questionnements là présentement, mais je pense que c'est un warrior, Guillaume Poulain, puis c'est un gars qui aime ça, se battre, puis qui a démontré des belles choses. Même tu sais, dans ce court combat-là, j'ai aimé de la façon dont il est arrivé, puis il a mis la pression, puis il a été très agressif. C'est sûr que des fois, le fait d'être agressif comme ça, tu vas être ouvert au counter, tu vas être ouvert au takedown, ça va avec. Il sait sur quoi il a travaillé, son jeu au sol, tu sais, laisse à désirer contre Yann Jacolin. Donc, ça va être à vérifier. Je le mettrai contre Sean Mead. Moi, les deux sont 0-2, puis ça pourrait comme être peut-être une dernière chance pour Guillaume Poulain. C'est sûr qu'il a commencé une carrière 0-3. C'est raide, donc il pourrait voir s'il est capable d'avoir cette première victoire pro finalement là aussi. Ben, ça sera juste pas pour lui. Moi, j'ai quand même confiance en Guillaume Poulain. C'est quelqu'un qui nous a montré des belles choses, puis que je suis sûr qu'il est capable d'au moins aller chercher une victoire pro, tu sais, dans son 3e combat. Donc, je lui donnerai l'opportunité contre Sean Mead. Ça serait un très bon combat là, contre Sean Mead. 2 gars qui échangeraient debout assurément, puis qui essaieraient de se faire mal, puis 2 gars qui sont pas à leur meilleur au sol. Donc, on pourrait peut-être aussi croire que ça serait un combat de striking dans ce duel-là. Avant ça, c'était Serge Dankos qui a fait ses débuts professionnels face à Alexandre Gomez, qui était tough, qui était un bon adversaire dans les délais, qui a appris qu'il allait se battre. Il était un très bon adversaire. On ne peut pas vraiment rien lui reprocher. Il est venu pour se battre avec Serge Dankos. Malheureusement, il s'est retrouvé contre quelqu'un qui était probablement plus jeune. Bien que Gomez est très jeune, mais genre vraiment plus jeune, fringant.
bien entraîné, là, ça fait que 10 ans et plus que Serge Dankos s'entraîne. C'est pas parce qu'il a juste début vingtaine que ça fait pas 10 ans qu'il est dans le gym avec Sifu, Patrick Marcel. Puis c'est tout un prospect, c'est quelqu'un qui, le fait que la foule était tellement forte, ne pouvait juste pas entendre dans son coin, donc il était un peu laissé à lui-même à se battre sur le feeling, puis se battre sur le feeling dans un premier pro fight, habituellement, c'est pas ça que tu veux faire. Puis le fait que Serge Dankos a été capable de se battre sur le feeling, puis de sortir cette performance-là qui était absolument incroyable, ben, t'sais, chapeau, le gars s'établit automatiquement comme étant un prospect absolument incroyable, avec un très haut plafond, puis quelqu'un qu'on va vouloir se battre, parce que le gars, il a été super game de se faire clipper pour lander sa combinaison de 4-5 punch absolument incroyable. Donc, chapeau à Serge Dankos, je sais pas vraiment quoi dire de plus, ça a été absolument incroyable pour lui. Pour ce qui est de son prochain combat, mettez-le contre Maxime Bacon, c'est ça qui devrait arriver. Puis je pense que Bacon a peut-être pas eu assez de temps dans ce combat-là. Je sais pas trop ce qui arrivait dans son cas, mais Bacon a été aussi très impressionnant à son premier combat pro. Puis j'aimerais bien voir un genre de duel comme TKO M5. Là. Deux très bons prospects qui ont eu des bons débuts pro. Puis boum, on les met un contre l'autre déjà. Puis je pense que s'il y a deux gars qui sont prêts à affronter un des top prospects dans leur division dès leur deuxième combat pro, c'est bien Serge Dankos et Maxime Bacon. Donc j'aimerais beaucoup voir ce combat-là. Pour ce qui est d'Alexandre Gomez, c'est quelqu'un qui est game de se battre debout, mais qui est à son meilleur quand il grapple. Pour ça, je pense que c'est le combat de retour idéal pour Frédéric Duprat qui va vouloir faire un retour éventuellement. Je sais qu'il est dans le gym et puis j'aimerais bien le voir dans un genre de MMA Jiu-Jitsu match-up contre Alexandre Gomez. Je pense que ça pourrait vraiment être excellent. Il ne nous reste que 3 combats. Le premier qu'on va parler dans ces 3-là, c'est celui de Vincent Houle contre Dirty Curdy, la plus belle coupe Longueuil qu'on a vue en un long moment. Gros shout-out pour ça à Curtis Richards. Et gros shout-out aussi à Curtis Richards pour sa performance en général. Au premier round, il a été vraiment très bon en dessous de Vincent Houle. Vincent Houle est un excellent combattant de jiu-jitsu brésilien, un coach de jiu-jitsu brésilien, aussi un grand porteur de chapeaux. Il y a toujours de très beaux chapeaux. Vincent, so shout-out à toi pour les chapeaux. J'ai décidé d'y aller avec ma gimmick chapeau aussi aujourd'hui pour célébrer le fait que tu as été très violent avec tes coups de coude d'en face du pauvre dude. C'était absolument magnifique. Mais avant de se rendre à ce point-là, Curtis Richards était vraiment un adversaire très game au sol. Il a forcé le bon combattant de jiu-jitsu brésilien, très agressif en Vincent Houle, à peut-être un peu plus prendre son temps, à peut-être un peu plus assumer ses positions avant d'y aller avec des gros coups, parce que Richards avait une garde très active au sol, qui a, je dirais pas ennuyé Vincent Houle, parce que Vincent Houle a quand même été sur le top de lui à faire sa petite affaire, mais qui a rendu ça vraiment plus compétitif qu'on s'attendait à ce que ça le soit. T'sais, ça n'a pas fini en 31 secondes comme tout le monde pensait que ça allait être le cas. Au deuxième round, Curtis Richards a sorti son Muay Thai, chose qu'on le sait qu'il a aussi. Et il a été bon, il a touché Vincent Houle avec des bons coups. Le tag est clean une couple de fois pour dire, oh, est-ce que le momentum est en train de virer dans ce combat-là? Et puis on a arrêté de se poser ça quand Vincent Houle est littéralement parti à courir après son adversaire. Puis il a sacré un des coups de coude les plus violents que j'ai vus dans toute ma vie. C'est absolument incroyable. À partir de là, il a pris une grosse position au sol, il a travaillé jusqu'au moment où il s'est retrouvé. Puis j'aime ce que Vincent Houle fait. Au lieu d'aller chercher un underhook, genre chercher un genre d'overhook, puis force son adversaire à ne pas être flat sur son back, à le tourner sur le côté. Puis quand il a son adversaire sur le côté, ben c'est là qu'il est en mesure de laisser aller ses gros coups de coude comme ça au sol, chose que je l'ai vu dans le gym pratiquer littéralement la fois que j'ai été roulé avec Zachary Powell au Evolution. On le sait que ça a été un gros focus du camp d'entraînement de Vincent Houle, de se retrouver dans cette position-là, d'aller lander des gros coups de coude comme ça. Et puis écoutez, quand il a commencé à décharger de coups de coude, ça n'a pas été long que le combat était fini. J'aurais même aimé un stoppage peut-être un peu plus hâtif ici. Je pense que Curtis Richards, pas Richards, désolé, il disait même Richard dans le broadcast. Fait Curtis Richard, je pense qu'il a trop mangé de coups de coude d'en face là, dans ce combat-là. J'aurais aimé ça. Le voir en manger peut-être 2-3 de moins, surtout que plus il en mangeait, plus Vincent était là. Coudon, ils vont-tu l'arrêter ce combat-là, puis il allait encore plus fort, puis un moment donné, ça s'en venait quasiment désolant de voir le pauvre gars le faire jouer au basketball avec sa tête de même entre le coude de Vincent Houle et le tapis. Donc, superbe performance de Vincent Houle dans son début pro. Et puis, il est vieux, Vincent Houle, on se le cachera pas, c'est pas quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, il est dans la trentaine, il est même dans la milieu trentaine. Donc, je pense qu'avec toute l'expérience qu'il a dans les gyms, son expérience amateur, on se rappellera de son combat contre Joe Meunier, c'est quelqu'un qu'on peut immédiatement insérer dans la division, puis qui peut être un facteur là, chez les 170 livres, sans qu'on regarde trop sa fiche. C'est
c'est sûr que le combat contre Johan Lennes est intéressant, mais moi, jusqu'à la preuve du contraire, je continue d'assumer que Johan Lennes va se battre contre Danny Mallet. Je pense que c'est tout ce que tout le monde veut voir. Donc, sacrez-moi ça contre Urgis Sigeta. Ça va être un excellent duel. Le lutteur qui veut prendre le top et être très dominant à Urgis Sigeta. Et puis Vincent Houle qui est un excellent combattant et coach de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, moi, c'est exactement le match-up que je veux voir le plus. Peut-être même que le match-up contre Lennes en ce moment. Je pense que Johan Lennes est un très bon prospect. Mais Vincent Houle est un méga grappler. Puis je pense que c'est autant weird que ça peut sonner. Puis que si Johan écoute ça, qu'il ne le prenne pas mal. Mais j'aimerais voir Johan Lennes prendre un peu d'expérience avant d'affronter Vincent Houle. Même si c'est lui qui a le plus d'expérience pro que Vincent Houle. Vincent Houle, là, ça fait des dizaines d'années et plus que ça qui est dans des gyms. C'est battu chez les amateurs vraiment très longtemps. Beaucoup d'expérience. Puis comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un gars avec une fiche d'1-0, qui a une fiche excessivement menteuse. C'est un gars qui pourrait avoir déjà 5, 6, 7 combats pro à sa fiche, selon moi. De la manière dont je l'ai vu être calme dans son combat contre Curtis Richard, qui va avoir du succès. Là. Curtis Richard, il y a des gens qui disent « Ah, ça c'est un gimme, ce combat-là. C'est un adversaire qui est juste là pour se faire décollisser par Vincent Houle. » Oui, c'est ça qui est arrivé, mais Curtis Richards est un excellent... J'ai du temps Richards, hein? Curtis Richard est un excellent combattant qui va avoir du succès chez TKO ou peu importe où il va se battre ailleurs. Donc, je pense que Houle contre Lennes, c'est un combat qu'on va aimer voir. Ça va potentiellement même être un combat pour la belt, ça, prochainement. Puis, de toute façon, j'ai trop envie de voir Lennes contre Mallet en ce moment pour vraiment espérer ce combat-là. Donc, Vincent Houle, Urgis Sigeta, ça serait magnifique. Pour ce qui est de Curtis Richard, donnez-lui Bertin des clous. Je pense pas que j'ai vraiment d'autres choses à dire de plus que ça. Donnez-lui Bertin des clous. On passe à Penno contre Fonda. Domination de A à Z de Penno. Il l'a pété debout, il l'a pété au sol, il a passé sa garde, il a landé du dommage, il a fait plein d'affaires. Ça a été le genre de performance qu'on attendait de Nicolas Penno. Bien qu'il n'y ait pas eu une mauvaise performance contre Alex O'Neill, loin de là. Mais Nicolas Penno est à sa place chez les 155 livres. Il lui reste juste à faire le poids à Star, mais est vraiment dans sa division, est vraiment où on le veut. Puis ça a été génial contre Fonda. Puis moi, je lui donnerais déjà quelqu'un qui a une bonne fiche là, à son prochain combat, comme Robert Serra. Je pense que ça serait le match-up idéal pour Penno dès son prochain combat. Pour Masia Fonda, il m'a mentionné qu'il voulait faire le saut chez les 145 livres. Son contrat est terminé avec TKO. Ça se peut qu'il ne se réentende pas avec la promotion, mais TKO a démontré de l'intérêt à le ramener chez les 145 livres. Je pense que son match-up idéal, c'est Stéphane Lavoie à Québec prochainement. Je sais que Fonda aime être actif. L'affaire qui me concerne un peu dans son cas, cependant, c'est qu'il est arrivé de quoi avec son coach qui a fait qu'il n'a pas pu venir pour le coacher. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai ma petite idée là-dessus. Tu sais, quand tu peux pas traverser les frontières habituellement, c'est parce que tu es pas capable de passer aux douanes. Puis, vous comprenez la patente. Je sais pas si c'est quelque chose à temps plein pour le coach de Fonda qui ne pourra pas revenir au Canada. Si c'est le cas, c'est peut-être mieux pour Mathia de se battre aux États-Unis dans ce cas-là. Mais j'aimerais le revoir avec TKO. S'il est de retour, donnez-lui Stéphane Lavoie. Finalement, Terry Lemaire, excellente performance, a démontré être un des meilleurs 135 livres, un des 135 livres avec le plus d'expérience. Oui, il est 3-2, a finalement une fiche positive en MMA, mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en Muay Thai, qui, si on combine ses combats de Muay Thai et de MMA, sur une séquence de 5 victoires consécutives, lui qui avait commencé 0-2 en MMA, maintenant 3-2, je l'ai mentionné. C'est un des meilleurs, c'est une super performance, j'avais peur qu'il se fasse out-wrestle par Gingrin. Finalement, il me complètement prove wrong en utilisant sa lutte pour complètement dominer Mark Gingrin, qui va pouvoir se rebattre, qui va sûrement essayer d'avoir une meilleure performance que ça. Moi, je m'attendais à beaucoup plus là, de sa part, mais malheureusement, pour lui, ça va être à refaire. Il avait eu un premier combat pro qui avait eu plus de succès dedans. Pour sa deuxième fois, c'est complètement raté pour Mark Gingrin. Donc, Terry Lemaire, je l'ai déjà mentionné. Donnez-lui Zach Blais, je pense que ça a été un combat absolument incroyable. Pour ce qui est de Mark Gingrin, je lui donnerais Dorian Angerbauer, le protégé de Mitch Gagnon. Dans ce combat-là, finalement, dernier petit combat que je voulais mentionner, c'est Sean Thomas contre Cole Crosswhite. Ça n'a pas eu lieu à cause de la fameuse coupe de poids de Cole Crosswhite. On a tout entendu parler un petit peu lors de cette fin de semaine-là. Refaites ce combat-là. Moi, je pense que si Cole Crosswhite a plus de temps pour prendre sa diète en main, devrait être capable de faire 155 livres. Là, le gars, c'est littéralement presque rendu là. Il a juste passé proche de mourir parce qu'il était vraiment trop lourd. Mais j'ai cru comprendre qu'il était vraiment trop lourd parce qu'il n'a peut-être pas eu les délais
escompté. T'sais, oui, il y a eu un bon délai, mais c'était pas assez pour faire 155 livres dans ce combat-là. Crew Jeff a pris le blâme pour ça, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils vont faire les choses mieux. Je referai Sean Thomas contre Cole Crossway. Je pense que c'est un combat qui faisait beaucoup de sens. Finalement, on va conclure ça ici. Avant de partir, je voulais amener un nouveau petit feature. Les 3 étoiles de la carte Gracieuseté Faberglass MMA Talk. Maintenant, j'ai des 2 mentions honorables aussi parce qu'il y a toujours de très belles performances. Mes mentions honorables vont à Cyril Gane et à Vincent Houle. Et pour ce qui en est des 3 étoiles de MMA Talk pour la carte du TKO 48 à Gatineau, la 3e étoile de Third Star, Serge Dankos pour ses débuts professionnels absolument incroyables. Puis le fait qu'il attendait pas son corner, il s'est débrouillé par lui-même dans la cage, il s'est battu son instinct. Son instinct était absolument incroyable. Il a commis des petites erreurs dans son combat, mais la manière dont il s'est racheté de ces erreurs-là sans se mettre dans le pétrin de façon sérieuse, c'est très 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 impressionnant pour un début pro. Donc ma 3e étoile, Serge Dankos. La 2e étoile maintenant de Second Star, c'est le Spider-Man Isaac Blais qui s'établit comme étant le meilleur prospect probablement chez TKO, un des meilleurs prospects chez TKO parce qu'on s'attend que Cyril Gane est encore là, puis ça va être dur d'être un meilleur prospect que Cyril Gane en MMA, toute catégorie de poids confondue, là. Mais bref. Isaac Blais, je l'ai mentionné, non seulement les performances dans la cage, le style excitant, mais il est bon au micro, ça j'ai oublié de le dire durant quand je parlais de son combat tantôt, mais il est vraiment très bon au micro, il a le taux, il est excellent, 2e étoile sans aucun doute, Isaac Blais, et finalement, la première étoile, The First Star, Taylor Lapillus, sans aucun doute, performance absolument masterful. Le gars a sorti quelque chose d'autant impressionnant que Cyril Gane, mais contre un adversaire vraiment de plus haut niveau que celui de Cyril Gane et un style match-up vraiment plus compétitif que celui de Cyril Gane. Donc, performance absolument incroyable, performance for the ages, une des meilleures performances qu'on aura vues de chez TKO, point final, depuis le retour, oui. Mais je pense all around, le Taylor Lapillus a sorti une des meilleures performances que j'ai vues cette année, tout simplement, en arts martiaux mix. Le finish est absolument sublime. Donc, il est ma première étoile de la soirée. Le nouveau champion 135 livres de TKO, de la MMA Factory, Taylor Lapillus. Et ça conclut ma revue du TKO 48. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié, même si ma voix est absolument dégueulasse puis que j'ai le nez qui coule puis j'ai pas arrêté de me frotter le nez tout le long comme un fatigant. Même moi, je me gossais en me checkant sur la caméra. Mais bref, je voulais pas me mettre à morver comme un cave non plus devant vous. Imagine la petite goutte de mauve là, au bout du nez. Bref, laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos opinions sur les match-ups que j'ai faites, vos opinions sur les différentes performances qu'on a eues sur cette carte-là. Et puis partagez avec vos amis, évidemment, on veut que vos amis voient ça. Plus de fous on est, plus on rit. Finalement, abonnez-vous à MMA Talk sur toutes les plateformes. C'est sur Facebook à MMA Talk, YouTube à MMA Talk, Instagram at DTHE MMA Talk et sur Twitter DTHE_MMA Talk. On se jase sur ces multiples plateformes puis on se voit une prochaine fois, les amis.